On va s'intéresser aujourd'hui à une des figures les plus controversées et franchement les plus dérangeantes de la pensée écologique. Il s'agit du Finlandais Pentti Linkola et de son livre choc « La vie peut-elle prévaloir ?» Voilà. Pour comprendre sa logique, il faut partir de là, de cette phrase qui sonne comme un paradoxe total. Ça donne le ton tout de suite, hein. Sa pensée est radicale et elle est conçue pour nous secouer. C'est donc ce livre qui va nous servir de guide. Il faut savoir que l'œuvre de Linkola est restée très confidentielle en dehors de la Finlande pendant des décennies. Mais elle refait surface aujourd'hui. Forcément, avec l'urgence climatique, ces questions, même les plus extrêmes, prennent une toute autre dimension. Bon, alors allons-y. Pour vraiment cerner le personnage de Linkola, il faut d'abord comprendre le grand écart qu'il définit. C'est un homme qui mène une vie d'une simplicité extrême, mais dont les idées sont, tout le contraire. Et ce contraste, il est parfaitement résumé ici. D'un côté, on a le pêcheur, une vie quasi monacale en pleine nature. Et de l'autre, le philosophe, avec des solutions autoritaires, voire totalitaires. La vraie question, c'est comment ces deux facettes peuvent-elles coexister chez un seul et même homme ? Son parcours intellectuel est tout aussi parlant. On voit bien la trajectoire. Au départ, c'est un pacifiste. Mais au fil des décennies, face à ce qu'il perçoit comme la destruction programmée de la nature, sa pensée se durcit, se radicalise, jusqu'à atteindre cette position que beaucoup aujourd'hui qualifient d'écofasciste. Mais alors, comment en arrive-t-on à un tel extrémisme ? Pour le comprendre, il faut d'abord se pencher sur le diagnostic qu'il pose sur notre monde moderne. Et ce qui est intéressant, c'est que Linkola lui-même nous dit « Attention, ce n'est pas un plan d'action clé en main ». Il voit ça plutôt comme une expérience de pensée, une sorte de spéculation. Mais une spéculation qu'il juge absolument vitale face à l'urgence. En gros, il veut nous forcer à envisager des scénarios même les plus dérangeants. Au cœur de sa critique, il y a ce qu'il nomme le « humbug », qu'on pourrait traduire par le baratin de la vie moderne. Son exemple fétiche, c'était les règlements sanitaires absurdes qui l'empêchaient de vendre son poisson comme il le voulait. Pour lui, c'est le symbole parfait d'une société qui a inventé une complexité inutile qui nous éloigne complètement de la nature et du bon sens. Son autre grande obsession, c'était la dégradation physique des gens. Pour Linkola, le fait qu'on ait remplacé la force de nos muscles par l'énergie des machines, ce n'est pas du tout un progrès. C'est le symptôme d'une civilisation malade, décadente. Un peuple qui ne travaille plus avec son corps, disait-il, est un peuple déconnecté du monde réel. Mais sa colère la plus noire, il l'a gardée pour les forêts finlandaises. On sent toute l'angoisse dans cette citation. Il accusait sans détour l'industrie du bois de pratiquer ce qu'il appelait le mensonge vert. En gros, cacher une déforestation massive derrière des statistiques bien propres et rassurantes. Bon, le diagnostic est posé. On arrive maintenant au remède. Et là, très clairement, c'est la partie la plus difficile à entendre. Il faut s'accrocher. Voilà, c'est le cœur de sa proposition, sans aucun filtre. Ce sont les conditions qu'il juge non négociables pour la survie de la vie sur Terre. Ce sont des idées qui, bien sûr, heurtent de plein fouet toutes nos valeurs. Elles posent d'énormes questions éthiques, mais il est indispensable de les connaître pour saisir la pensée du personnage dans sa totalité. Mais ce qui rend Linkola si complexe, si fascinant aussi, c'est de voir à quel point sa propre vie était en phase avec ses idées. Et sur ce point, sa cohérence était, il faut le dire, absolue. Ce n'était pas un intellectuel en chambre, il a vraiment vécu la frugalité et la simplicité qu'il défendait. Et c'est ça qui lui a donné une sorte d'aura mythique en Finlande, même chez ceux qui rejetaient en bloc ses idées politiques. D'ailleurs, son engagement ne s'est pas arrêté au livre. Son action la plus concrète, la plus durable, c'est cette fondation qui collecte de l'argent pour acheter des parcelles de forêts anciennes et les transformer en réserves protégées. C'est peut-être ça, au fond, son héritage le plus pragmatique et le plus positif. Alors au final, comment doit-on considérer Pentti Linkola ? Était-ce un prophète qui avait tout compris avant tout le monde, ou un provocateur qui poussait volontairement la logique jusqu'à l'absurde pour nous faire réagir ? Et ce qui est le plus troublant, c'est que, si ces conclusions sont extrêmes, Linkola n'était pas si seul. Écoutez un peu cette phrase. Elle n'est pas de lui, mais de Jacques Cousteau, une icône bien plus populaire. Ça montre que cette angoisse terrible face à la surpopulation a traversé d'autres esprits, et de manière tout aussi brutale. On nous revient donc à cette question centrale. Est-ce qu'il faut lire Linkola comme un véritable programme politique ou plutôt comme un électrochoc, un cri d'alarme poussé à son paroxysme pour nous forcer à voir l'ampleur de la crise ? La réponse, évidemment, n'est pas simple et elle est laissée à l'appréciation de chacun.